On commence tout de suite ce Lex Inside. X, LinkedIn, parfois même Instagram. De plus en plus de magistrats prennent la parole. Mais que peuvent-ils dire? Quelles sont les limites? On en parle tout de suite avec mon invitée, Valérie Odile Dervieux, présidente de chambre à la Cour d'appel de Paris. Valérie Odile, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va parler ensemble de la communication des magistrats sur les réseaux sociaux. Mais avant toute chose, posons le cadre. Quelles sont les règles de la communication des magistrats? Alors, les règles sont pénales et déontologiques. Pénales parce que le Code de procédure pénale permet à certains membres de la magistrature, et notamment les procureurs de la République, d'évoquer des dossiers pour éviter des fausses rumeurs, des fausses informations. Déontologiques et institutionnelles parce que les présidents de chambre, des fameuses audiences de rentrée, enfin les présidents de juridiction, font des discours qui peuvent évaluer les lois en cours, les projets en cours, dire la situation. On en a eu des exemples extrêmement intéressants cette année avec les déclarations, par exemple, sur le narcotrafic ou l'embolisation des juridictions criminelles. Et puis ensuite, déontologique, parce qu'un magistrat qui, à titre personnel ou au nom d'une organisation syndicale, par exemple, prend la parole, si j'ose dire, ou prend le tweet, doit s'astreindre à des règles qui sont fixées non seulement par le Conseil supérieur de la magistrature, mais aussi par des instances européenne, comme le comité consultatif des juges. Donc, en fait, le devoir de réserve, l'impartialité sont des règles à suivre absolument dans toutes ces communications qui sont des communications, entre guillemets, personnelles. Alors, on a vu les règles générales de la communication des magistrats. On va s'intéresser à la spécificité de la communication sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui rend justement cette communication si particulière ? Elle est tout à fait particulière parce que d'abord, c'est un mode de communication qui est récent, mais extrêmement répandu, notamment parmi les jeunes collègues. Plus de 90% des magistrats sont sur les réseaux sociaux à titre personnel ou en tant que magistrat. Ensuite, parce que les outils de communication sont différents, mais ils diffèrent aussi en fonction des réseaux sociaux. Instagram, ça n'a pas le même public que X, que LinkedIn. Exactement. Donc, il faut choisir son réseau social. Il faut choisir d'où je parle, c'est-à-dire comment on communique et comment on se présente, comment on décrit son profil, comment on renseigne les informations, qu'est-ce qu'on dit, comment on le dit, et puis aussi comment on réagit ou comment on ne réagit pas. Donc, en fait, c'est un mode de communication qui est récent et massif. Donc, c'est extrêmement spécifique pour les magistrats qui, normalement, sont plutôt réservés pour ne pas parler. Et en plus, il y a la culture de l'immédiateté sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les réseaux sociaux imposent de réagir vite et prudence est de mise quand on est magistrat. Tout à fait. Alors, c'est l'immédiateté dans la communication, c'est l'immédiateté dans la réaction. Et on peut aussi utiliser les réseaux sociaux pour ne pas faire de l'immédiateté, pour essayer d'avoir une vision un peu plus décryptante de l'actualité. Dans quel cas, par exemple ? C'est l'exercice auquel je m'astreins, c'est-à-dire expliquer les choses. Quand on a un fait divers, expliquer les choses, justement, exactement selon le schéma que vous venez d'indiquer, c'est quelles sont les règles, comment ça marche et quelles sont les questions qui se posent. Et donc, il faut absolument que le magistrat fasse attention à la manière dont il agit, dont il réagit et dont il veut s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi la façon dont il doit s'exprimer, c'est-à-dire aussi par rapport à ses fonctions. Est-ce qu'il s'exprime au titre de ses fonctions ou il s'exprime à titre personnel? Quelles sont les limites de l'exercice? Alors, en fait, les limites de l'exercice, ce sont celles que l'on se pose aussi, parce que certains peuvent aller sur les réseaux sociaux anonymement, ce qui n'est pas forcément extrêmement conseillé, mais le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, évolue sur ce point. Est-ce que je dis qui je suis? Si je dis qui je suis, est-ce que je donne mes fonctions? Est-ce que je donne juste la fonction de magistrat? Et donc, ça dépend aussi quel profil, comment on s'exprime. Ça dépend aussi quels éléments d'identification on donne. Et en fonction de ces éléments-là, qui déterminent la manière dont on se situe sur le réseau social, on peut exprimer des choses. Alors, il y a deux choses qui sont assez particulières. Premièrement, c'est que quand on est magistrat, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on représente l'institution judiciaire. Donc, la manière de s'exprimer doit être empreinte non seulement de réserve, mais de délicatesse et de respect. Parce que c'est l'institution judiciaire qu'on engage. C'est-à-dire qu'on n'engage pas forcément l'institution judiciaire, mais on l'incarne, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas.
Un magistrat, c'est pas n'importe qui s'exprime sur les réseaux sociaux, et on voit mal, par exemple, qu'un certain vocabulaire puisse être utilisé. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un magistrat va décider de se lancer et d'avoir une communication sur les réseaux sociaux? Vous en faites partie. Oui. Comment ça se passe? Alors, j'en fais partie. Fabrice Vert, qui est premier vice-président au tribunal judiciaire de Paris, en fait partie. Maxime Dolivet en fait partie. Et chacun a ses thématiques. Ça peut être pour soutenir les étudiants et leur proposer des activités de formation. Ça peut être pour faire passer un message sur la médiation. Et ça peut être pour faire de la pédagogie. Je pense, et le comité consultatif des juges européens qui dépend du Conseil de l'Europe l'a dit, on se doit de communiquer pour faire de la pédagogie. On ne peut pas, le magistrat aujourd'hui, à mon sens, ne peut pas rester absent des réseaux sociaux. Faire de la pédagogie, ça veut dire vulgariser, expliquer? Vulgariser, expliquer, aller au-delà des présupposés, des fausses informations, des fake news, qui peuvent être des fake news statistiques ou des fake news tout court ou des erreurs, pour aider l'usager à comprendre. Alors, effectivement, il faut trouver une forme qui soit adaptée aux réseaux sociaux, parce que sans ça, c'est illisible et il faut avoir un vocabulaire adapté, il faut faire attention aux acronymes. Mais je pense vraiment que c'est une nécessité aujourd'hui d'expliquer ce qu'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait. Bien évidemment, la limite, c'est le secret professionnel. Il est hors de question de s'expliquer sur un dossier en cours dont on a la charge, ce serait une infraction pénale. Mais en tous les cas, je considère que c'est un devoir. La question, c'est comment on fait. Ça fait partie aussi de la modernisation de la justice? Ça fait partie de la modernisation. La loi sur la confiance qui avait été adoptée au début, enfin il y a quelques années, a parlé justement de la publicité, de filmer les audiences, de donner à voir comment on fonctionne. Et ça fait partie, en fait, c'est une exigence. Je ne pense pas que ce soit moderne, je pense que c'est juste une nécessité. Pourquoi c'est une nécessité? Parce qu'on ne peut pas être absent de là où se passent les choses. Les nouveaux médias, les réseaux sociaux. Ce ne sont plus, les jeunes n'ont plus la télévision, ils ne regardent pas forcément les actualités. Ils sont algorithmés, si j'ose dire, par des réseaux sociaux ou asociaux, ça dépend des fois. Et il s'agit ici de dire le droit et de dénoncer les fake news. C'est important d'éduquer les jeunes générations? Je pense que ça fait partie de notre mission. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques à avoir? Pas que les jeunes générations, oui, Arnaud. L'ensemble. Oui, parce que c'est vrai que le droit est souvent ignoré, même si nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire que le droit, il est difficile à appréhender parce qu'il bouge tout le temps. Donc, c'est plutôt les grands principes, le rôle du magistrat, comment il se détermine, quels sont les textes. Vous savez, on est toujours là à dire laxisme, sévérité, trop sévère, trop laxiste, trop tout et pas assez tout. À chaque garde des Sceaux, on a les petites phrases. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, il ne s'agit pas d'attaquer des personnes ou de dire ça c'est mal et ça c'est bien. Ça serait complètement inefficace. Il s'agit de dire comment ça marche. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que l'ENM intègre cette dimension. Tout à fait. L'ENM intègre totalement cette dimension dans sa formation. On a déjà depuis longtemps des formations à la communication, que ce soit des communications de presse, la manière de s'exprimer à la télé, si j'ose dire. Et depuis quelques années, on a effectivement une session de formation qui est dédiée à la communication avec des heures qui sont consacrées aux réseaux sociaux. J'ai d'ailleurs la chance d'être invitée bientôt à participer à cette formation. La difficulté, c'est que la déontologie, on a très peu de décisions du CSM sur ce sujet. On a pas mal de communication. Et on voit que la théorie évolue. En fait, elle évolue avec les réseaux sociaux, elle évolue avec les besoins et elle évolue aussi avec la communication institutionnelle des juridictions. Donc, ils sont quasiment tous présents un trou dans la Insta. raquette, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est un trou dans la raquette ou si c'est une raquette qui est en train d'être construite. C'est peut-être ça le sujet. On va conclure là-dessus. Merci Valérie Odile Dervieux. Je rappelle que vous êtes présidente de chambre à la Cour d'appel de Paris. Merci. Tout de suite, l'émission continue. On va parler des rapports entre l'avocat et son client dans quelques instants.